Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter l'introduction du cycle des présentations illustrant le nouveau Code civil en application depuis le 1er septembre 2021. Ce nouveau livre est intitulé très sobrement « Les biens ». Les biens sont la propriété, la copropriété, l'usufruit, l'amphithéose, la superficie, les servitudes et les troubles de voisinage. Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er septembre 2021, comme je l'ai déjà dit, et pour chaque thème, il y aura une présentation particulière présentée par un avocat spécialisé et expérimenté de VDE légal. En ce qui me concerne, comme je l'ai déjà dit, j'attaquerai simplement l'introduction de la loi. Et donc, je vais commencer par vous présenter les grands thèmes de la loi que vous trouvez sur le PowerPoint suivant, le plan de la présentation. Et nous allons parcourir sur le plan de la présentation du nouveau livre 3 du nouveau Code civil qui traite des biens, le préambule, les principes généraux de la loi, les biens et droits réels, le patrimoine, et puis nous passerons à une deuxième partie de la présentation. Vous voyez qu'elle est divisée essentiellement en deux parties, celle qui est relative aux principes généraux de la loi et la deuxième qui traite de l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires de la loi de 2021. Donc, je reviens au préambule. Première observation. Il s'agit effectivement d'un nouveau livre introduit dans le nouveau Code civil. Alors, il faut savoir qu'en 2019, le législateur a décidé de réformer complètement le Code civil en tenant compte de l'évolution des mœurs et de la technologie et de la jurisprudence en matière de biens. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'essentiel de ces dispositions qui étaient en vigueur remonte à 1804 et donc largement avant l'indépendance de la Belgique et devait être effectivement adapté dans un nouveau corpus qui était raisonné en fonction des nouvelles données, aussi bien sociologiques que légales. Donc, ce nouveau livre 3 qui traite des biens n'est qu'une partie de ce qui sera complètement réformé, puisque le nouveau Code civil, à terme, devra comporter 9 livres qui seront les dispositions générales du Code civil, le livre 2 qui traitera des personnes, de la famille et des relations patrimoniales du couple, des biens, qui est le sujet d'aujourd'hui, les successions, les donations et les testaments, les obligations, les contrats spéciaux, donc les contrats qui sont déterminés et régis par le Code civil à défaut d'accord entre les parties, par exemple le contrat de vente, les sûretés, dont nous parlerons aussi brièvement dans le cadre des biens, la preuve. Le livre 8 de la preuve a déjà été introduit l'année passée. Quand je dis l'année passée, il s'agit de l'année 2020 dans le nouveau Code civil. Donc, à l'heure actuelle, il y a déjà 2 nouveaux livres qui sont d'application pour le nouveau Code civil, c'est-à-dire les biens et la preuve. Les autres sont annoncés dans les prochains mois, sinon années. En tout cas, le prochain qui devrait arriver en 2023-2024 serait le livre qui traite des obligations, ce qui est un livre essentiel pour comprendre juridiquement toutes les dispositions de l'ensemble du Code civil. Je reviens donc maintenant à la présentation générale des biens du livre 3. Quels sont les principes généraux qui régissent le livre 3 qui traite des biens? Et je rappelle, il s'agit alors de la propriété, de la copropriété, de l'usufruit, de l'amphithéose, de la superficie, des servitudes et des troubles de voisinage. Donc, ces 7 thèmes sont régis par les mêmes principes généraux. Il y a 7 principes généraux dans le livre 3. Le premier est le principe de supplétivité, le deuxième, le principe de subsidiarité, troisième est la liste exhaustive des droits réels. Il y a ensuite les principes de droit de suite et de droit de préférence, l'acquisition et l'extinction des droits réels
et la définition du patrimoine. Nous reviendrons sur tous ces points un par un. Je commencerai donc par le principe de supplétivité, ce qui veut dire que, en fait, les principes qui sont déposés dans le Code civil sont des principes supplétifs, c'est-à-dire que le principe général de l'autonomie de volonté des parties à un contrat est maintenu, mais qu'à défaut de certaines dispositions qui seraient absentes d'un contrat, les dispositions supplétives du code civil trouveront à s'appliquer. Le principe général de l'autonomie de la volonté des parties contractantes est donc maintenu, mais dans un schéma bien défini par le Code civil, par le nouveau Code civil. Il s'agit en fait, d'une part, de dispositions supplétives en cas d'absence dans le contrat qui a été conclu par les parties, et il s'agit aussi de prévoir qu'un certain nombre de définitions qui sont données par le Code civil ne peuvent pas être modifiées par les parties. Lorsque l'on parle d'une propriété, il faut voir comment la propriété est définie par le Code civil. Ce ne sont pas aux parties à définir ce que c'est la propriété. Donc, il y a des définitions qui sont données par le Code civil auxquelles on ne peut pas déroger. Il en est de même lorsque, éventuellement, une disposition du nouveau Code civil prévoit expressément que l'on ne peut pas déroger à une des dispositions prévues par la loi. Nous arrivons alors au principe de subsidiarité. Subsidiarité, pourquoi? Il ne s'agit pas effectivement d'appliquer toutes les dispositions du livre 3 des biens à toutes les dispositions légales qui régissent les biens. Il y a d'autres biens qui sont régis de manière spécifique par des dispositions spécifiques. Alors, je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est par exemple les droits d'auteur qui ont une loi spécifique qui traite de la manière dont les droits d'auteur doivent être définis. Et les droits d'auteur entrent par contre dans la définition générale donnée par le Code civil d'un bien incorporel, c'est-à-dire d'un bien que l'on ne peut saisir physiquement. Le deuxième exemple, c'est par exemple la loi sur le bien-être animal. Dans la définition nouvelle des biens, le législateur a inclus les animaux. Et donc, la définition d'un animal dans la loi sur la protection des animaux est spécifique et ce n'est pas le Code civil qui se trouvera à modifier la loi existante sur la protection animale, mais effectivement, le champ d'application de la protection animale continuera à avoir sa propre définition de ce que c'est un animal. La liste exhaustive des droits réels. Donc, nous avons alors deux questions qui vont se poser. Quelles sont les catégories de biens? Qu'est-ce que c'est un bien et quelles sont les catégories de biens? La deuxième question est liée à, lorsque l'on parle de biens, on passe aussi à la notion de droit réel. C'est quoi un droit réel? Alors, un bien est défini par le nouveau Code civil comme étant les biens au sens le plus large sont toutes les choses susceptibles d'appropriation, y compris les droits patrimoniaux. C'est l'article 341 du nouveau Code civil, de la loi de 2020 qui introduit le nouveau Code civil. Donc, nous avons effectivement une corrélation entre les biens et les choses étant comprises de manière habituelle, c'est-à-dire toute chose que vous pouvez vous approprier, quelque chose dont vous pouvez devenir propriétaire. Il y a des choses dont on ne peut pas devenir propriétaire, et donc effectivement, elles ne seront pas reprises dans la définition des biens du Code civil. Les choses, par contre, peuvent être divisées elles-mêmes en plusieurs catégories. Et il y a deux catégories fondamentales. La première, ce sont les choses corporelles, c'est-à-dire, par exemple, une brique. Une brique, c'est vous l'avez en main, vous savez ce que c'est une brique, c'est une chose corporelle. Une chose. La deuxième catégorie est les choses incorporelles. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas saisir physiquement. Je reviens à l'exemple précédent, c'est le droit à l'image. Vous avez le droit à votre image. On peut saisir votre image numériquement, on peut faire une photo,
mais vous ne pouvez, votre droit à l'image en tant que tel, vous ne savez pas le saisir. C'est quelque chose de totalement incorporel. Et donc, vous avez les biens qui renvoient aux choses, et les choses renvoient à des catégories corporelles ou incorporelles. Et sur ces choses peuvent être créés alors des droits réels. Qu'est-ce que c'est un droit réel? Un droit réel consiste en un rapport sur une chose dont l'appropriation est plus ou moins complète et qui procure au titulaire du droit une part plus ou moins grande de l'utilité de la chose. C'est un peu confus comme définition, mais on peut résumer les choses de façon plus claire. Sachant que les droits réels peuvent eux-mêmes être catégorisés en deux parties. D'une part, les droits réels d'usage et d'autre part, les droits réels de sûreté. Alors, les droits réels d'usage sont notamment, non, pas notamment, la servitude, l'usufruit, l'amphithéose et la superficie. Les sûretés sont les privilèges spéciaux comme le gage, l'hypothèque ou le droit de rétention. J'y reviendrai. Et donc, un droit réel, c'est un rapport à une chose dont on a un usage plus ou moins complet. Alors, l'usage le plus complet que l'on peut avoir comme droit réel, c'est avoir la propriété d'une chose. On peut aussi partager l'utilité d'une chose. Par exemple, l'usufruit. Vous avez un nu propriétaire, il est propriétaire de la chose, mais il est nu propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'en a pas l'usage. L'usufruit est entre les mains d'une autre personne qui en a l'usage. L'usufruit est alors un droit réel qui donne effectivement l'utilisation de la chose, mais ne lui en donne pas la propriété. Alors, pour la première fois, dans le nouveau Code civil, le législateur a décidé de préciser expressément qu'il est le seul à pouvoir créer des droits réels. Donc, à définir ce que c'est un droit réel. Je vous ai rappelé là tantôt que dans le cadre de la supplétivité, les parties continuent à avoir leur libre arbitre pour conclure des contrats, sauf qu'ils ne peuvent pas donner de définition ni échapper à l'application d'un certain nombre de dispositions que le législateur impose de toute manière. Et ici, le nombre de droits réels est limité de manière stricte, et seuls les droits réels qui sont repris effectivement dans le Code civil peuvent constituer un droit réel. Les autres seront des droits contractuels, ce sont ce qu'on appelle des droits personnels éventuellement. Et donc, seul le législateur peut créer des droits réels. Alors, les droits réels ont des particularités. Le droit réel est opposable au tiers. Et là, nous abordons alors le thème de l'opposabilité au tiers, c'est-à-dire le droit de suite et le droit de préférence. Qu'est-ce que c'est un droit de suite et qu'est-ce que c'est un droit de préférence? Si je prends l'exemple simple de la propriété, si vous êtes propriétaire d'une chose et que l'on vous la prend, soit légalement, soit qu'on vous la prend illégalement comme si on volait, on vous la vole, vous avez le droit de récupérer votre propriété. C'est ce qu'on appelle le droit de suite. Le droit de préférence, pour prendre un exemple habituel connu de tout un chacun, c'est par exemple l'hypothèque que vous avez sur votre maison. Le prêt hypothécaire prévoit que lorsque vous empruntez auprès d'une institution bancaire, celle-ci peut vous demander de prendre une inscription hypothécaire sur votre maison que vous avez achetée avec le prêt. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est un droit réel de sûreté. L'hypothèque est une sûreté. Si un jour vous ne remboursez pas la banque et que par exemple un autre créancier, vous devez de l'argent je vais prendre l'exemple, vous avez deux créanciers, A et B. A a une hypothèque
B n'a pas d'hypothèque, mais vous devez de l'argent aux deux. Et c'est B qui décide de saisir votre maison et de la mettre en vente. Eh bien, le droit de préférence fera que ce sera A qui a une hypothèque qui sera payée par préférence sur le prix de vente de la maison plutôt que B. Donc ça, c'est le droit de préférence. Nous entrons alors... Où sont mes droits? Le droit de préférence. Le principe de spécialité, c'est lorsque la sûreté est donnée, lorsque le droit réel est donné, il est spécifiquement déterminé par le contrat. Il est donc extrêmement important d'avoir un contrat bien rédigé, parce que, je reprends l'exemple du prêt hypothécaire, vous pourriez dire, je donne en hypothèque tous mes biens à la banque, ou je donne en gage tous mes biens à la banque. Non, vous devez le spécifier, je donne en gage la maison qui se trouve à tel endroit, telle adresse postale, avec tel cadastre du ministère des Finances. Ça, c'est la spécificité. Et donc, votre créancier qui bénéficie de cette sûreté aura un droit de préférence ou de suite que sur ce qui a été défini dans le cadre du contrat par les parties. Alors, l'acquisition des droits réels et l'extinction des droits réels. Alors, acquérir un droit réel ou le perdre. Je reviens à l'exemple simple de la propriété. L'acquérir, c'est soit de vous l'acheter, soit de vous l'acquérir par ce que l'on appelle la prescription acquisitive. C'est que vous en avez eu l'usage tellement longtemps que l'on considère que vous êtes devenu propriétaire de ce bien. Il y a évidemment des conditions légales à remplir. Il ne suffit pas de dire je l'ai en main pendant 10 ans, donc je suis devenu propriétaire. Il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de conditions à cette possession. Elle doit être de bonne foi, elle doit être continue et elle ne doit pas être discutée, notamment. Bon, ça, il s'agit effectivement de l'acquisition et l'extinction des droits réels. Vous verrez ça avec l'avocat qui vous fera l'exposé sur la propriété et ce sera approfondi de manière plus significative. La définition du patrimoine, pour la première fois, le nouveau Code civil indique que les individus ont un patrimoine qui est constitué de toutes leurs obligations et de tous leurs biens. Alors, le terme obligation dans la définition du patrimoine est important parce que cela veut dire que le patrimoine d'un individu, ce n'est pas que des actifs, cela peut être aussi un passif. Alors, je pense que l'exemple le plus parlant et le plus habituel, c'est la succession. Lorsque vous héritez de quelqu'un, vous héritez évidemment de ses biens actifs, mais vous pouvez aussi hériter de ses biens passifs, c'est-à-dire de ses dettes. Donc, le patrimoine contient toutes les obligations d'un individu. Donc, nous sommes là, alors, effectivement, dans la définition. Et le Code civil dit, sauf exception que je ne perçois pas personnellement, sauf exception, tout individu, c'est-à-dire une personne morale ou une personne physique c'est moi ou vous, une personne morale c'est une société, n'a qu'un seul patrimoine. Nous arrivons alors à la deuxième partie de l'introduction. Je vous ai présenté les principes généraux en partie A. Et nous allons maintenant aborder la partie B, qui est l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires et des dispositions transitoires. Alors, cette partie est importante parce que il ne suffit pas de dire que la loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Encore faut-il savoir à quoi les nouvelles dispositions légales s'appliquent. C'est d'autant plus important qu'il existe beaucoup de contrats de longue durée qui ont déjà été conclus avant 2021 et qui vont probablement encore courir pendant 10 ou 20 ans après. À titre d'exemple, toujours, le prêt hypothécaire, souvent il est conclu pour 20 ans. Si vous l'avez conclu en 2019, vous l'avez conclu sous l'ancien régime, quelle va être l'implication du nouveau régime qui va être appliqué à ce contrat? Est-ce que ce sont les nouvelles dispositions qui vont d'office s'appliquer ou pas? Il y a beaucoup de contrats qui sont de longue durée. Alors, les contrats les plus longs
c'est en général l'amphithéose qui peut aller jusqu'à 99 ans antérieurement, ou l'usufruit, ou par exemple un bail commercial qui est renouvelé systématiquement. Les parties pourraient être en contact contractuel pendant 36 années. Et donc, les baux qui ont été conclus sous l'Ancien Régime, qui concernent par définition un bien, puisqu'il s'agit de la mise en location d'un bien immeuble, va peut-être courir sous le régime nouveau. Quelles sont les implications? Alors, le législateur a fait attention à cette interrogation parce que, effectivement, le régime transitoire en espèces est important. Alors, il y a un premier principe qui est évident, qui est de dire la nouvelle loi s'applique aux situations qui naissent après son entrée en vigueur. Bon, si vous concluez un contrat maintenant, il est évident qu'il faut tenir compte de la législation d'aujourd'hui. Mais par contre, que se passe-t-il avec des situations qui sont nées avant, mais qui ne sont pas encore éteintes? On peut, par exemple, reprendre l'exemple du bail commercial qui se terminerait, par exemple, en juillet 2021 et où le congé a été donné en 2021, en juillet 2021, mais la fin du bail est en janvier, par hypothèse, en janvier 2022. Quelles sont les dispositions qui vont s'appliquer sur l'acquisition, par exemple, de travaux qui ont été faits par le locataire? La situation a été créée antérieurement puisque le congé a été donné antérieurement à la loi nouvelle. Par contre, les conséquences vont se dérouler après. Et là, le législateur a prévu, il faut que cette application... Alors, l'effet nouveau, la disposition légale qui s'appliquera sera celle du jour du congé donné pour terminer le contrat de bail et non pas la nouvelle législation qui s'appliquera à la fin du congé. Ce sera les dispositions du début du congé qui trouveront à s'appliquer. Il y a là une relative logique relativement simple de la part du législateur d'organiser les choses. Mais il faut revenir alors à ce que je vous ai introduit comme principe général là tantôt, la supplétivité et la subsidiarité des dispositions du nouveau code civil, notamment relatif aux biens. Alors, supplétif, ça veut dire, je vous l'ai rappelé, qu'effectivement, les parties ne peuvent pas en déroger. Donc, on ne pourrait pas nécessairement dire qu'entre les parties, ben voilà, on arrive à la fin du bail dans la nouvelle législation, mais nous allons entre nous décider que c'est la nouvelle législation qui s'applique. Alors, ce choix qui serait un choix fait de commun accord des parties, peut-il être accepté légalement? La discussion va être ouverte parce que nous revenons alors au principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité vous dit qu'effectivement, les dispositions du Code civil sont subsidiaires aux autres. Donc, si je reprends l'exemple du bail commercial, dans le bail commercial, vous avez des dispositions qui protègent soit le bailleur, soit le locataire. On parle alors de dispositions impératives. Alors, on entre alors dans des catégories nouvelles. À côté du Code civil, il existe des dispositions légales qui sont impératives ou d'ordre public. Alors, les dispositions d'ordre public sont des dispositions qui touchent à l'organisation essentielle de l'État. Les dispositions impératives, je viens de vous le rappeler, ce sont celles qui protègent une partie à un contrat. La distinction intéressante ici, c'est les dispositions d'ordre public, vous ne pouvez jamais renoncer à les appliquer. Le juge peut les appliquer automatiquement. Toutes les parties peuvent en revendiquer l'application à n'importe quel moment. Les dispositions impératives qui protègent une partie,
la partie peut y renoncer après que son droit a été mis en question. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, est-ce qu'on peut alors, via les dispositions transitoires qui sont prévues dans la loi de 2020, échapper éventuellement à l'application d'une disposition impérative protégeant une partie dans un contrat? C'est une discussion qui devra être tenue dans la jurisprudence et qui, à mon sens, est loin d'être déterminée, parce que les dispositions impératives d'avant, l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du nouveau Code civil devront aussi trouver à s'appliquer après, mais effectivement, faut-il appliquer d'abord les dispositions transitoires particulières de la loi de 2020 ou faut-il continuer à appliquer en son temps, même après le 1er septembre 2021, les dispositions impératives de la loi de 1951 sur les baux commerciaux? Vous voyez qu'il y a là effectivement beaucoup de discussions en perspective. Elles seront intéressantes pour les juristes et elles seront avec un impact réel pour l'ensemble des citoyens. Je rappelle notamment qu'il y a des dispositions impératives d'ordre public, notamment pour la protection des consommateurs. Donc, tout le monde est potentiellement visé par cette discussion. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à écouter avec attention et intérêt les exposés qui seront donnés par les autres avocats sur les thèmes plus spécifiques de la propriété, de la copropriété, de l'usufruit, de l'amphithéose, des servitudes et des troubles de voisinage. Merci pour votre attention.